Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'ultime victoire de la Sérénissime contre l'Empire ottoman qui assiège l'île de Corfou. Sur place, un vieux général prussien va sauver la possession de Venise à bout de souffle et de ressources après 7 guerres menées contre l'Empire ottoman. Vous voulez en savoir plus sur l'ultime victoire de Venise? Venez avec moi. Au moment du siège de Corfou de 1716, la Sérénissime est alors engagée dans la septième des guerres qui, depuis le XVe siècle, l'oppose périodiquement à l'immense empire ottoman. Au début de 1715, les Ottomans réunissent en Macédoine une armée de 70 000 hommes, que commande le grand vizir Damat al-Shalidar Pacha, gendre du sultan Ahmed III. Le 25 juin, l'armée traverse l'isthme de Corinthe et envahit le Péloponnèse, alors connu sous le nom de Morée, une possession vénitienne enclavée dans l'Empire ottoman. Les forteresses réputées imprenables de la République tombent les unes après les autres, à commencer par la citadelle d'Acro-Corinthe, censée verrouiller l'isthme. Sous promesse de libre passage pour la garnison et les civils, la place capitule. Après quoi, les janissaires massacrent soldats et habitants. Le fort Palamède, qui surmonte Nauplie, la capitale de la Morée vénitienne, subit le même sort le 22 juillet. La population grecque du Péloponnèse orthodoxe, hostile aux Vénitiens catholiques, se garde de prendre parti et en 3 mois, la Morée tombe tout entière aux mains du sultan. Au même moment, la flotte ottomane commandée par l'amiral Mehmet Pacha s'empare des dernières possessions de Venise en mer Égée, les îles de Tinos et d'Égine. L'amiral a un compte à régler avec les Vénitiens. Fait prisonnier par eux lors du précédent conflit, il a ramé pendant 7 années sur les galères de la Sérénissime. Les possessions de la République se réduisent désormais à la côte dalmate et aux îles ioniennes. Corfou, la plus grande et la plus septentrionale des îles, bénéficie d'une position géostratégique capitale. Elle est à la fois la clé de la mer Adriatique et l'avant-poste idéal pour lancer une offensive navale ottomane contre l'Italie, qui n'en est éloignée que de quelques dizaines de kilomètres. Si elle venait à tomber aux mains des Ottomans, leur flotte menacerait directement Venise, mais aussi tous les États de la péninsule italienne et jusqu'à la vieille Rome, elle-même, cette pomme d'or que les Ottomans rêvent de conquérir depuis la prise de Constantinople en 1453. Depuis la chute de Constantinople, Venise défend son état de la mer, non de ses possessions dans l'Adriatique et au Levant. À la fin du XVIIIe siècle, la guerre de Morée de 1684 à 1689 s'achève sur une victoire vénitienne. Et en Hongrie, le Saint-Empire romain germanique met un terme à l'expansion ottomane. Alors pourquoi Venise réagit-elle si faiblement en 1716? La réponse est économique. Depuis la découverte du Nouveau Monde, la Sérénissime s'appauvrit et se retrouve mise à l'écart des courants commerciaux mondiaux. Le traité de Pasraovic en 1718, qui met un terme à la lutte pluriséculaire entre la Sérénissime et l'Empire ottoman, ne freinera en rien l'inéductable déclin de Venise. La ville de Corfou, capitale de l'île, peuplée de 50 000 habitants, est puissamment fortifiée. Les Ottomans l'ont déjà assiégée 2 fois, sans succès. Sentant venir la menace, les Vénitiens en confient le commandement au maréchal Schulenberg, vieux roturier de toutes les guerres qui se sont déroulées en Europe depuis 4 décennies. Le 8 juillet 1716, la flotte de Mehmet Pacha arrive devant Corfou et commence à débarquer sur l'île un corps expéditionnaire fort de 30 000 soldats, de 3 000 janissaires. Schulenberg ne put lui opposer que quelques milliers d'hommes, des forces disparates réunies en toute hâte, mercenaires allemands, soldats italiens et dalmates, grecs du continent, corfiotes et escalvions, des Slaves. La flotte vénitienne, commandée par l'amiral Andrea Cornoro, est arrivée trop tard pour empêcher le débarquement et se contente d'un simple accrochage avec les vaisseaux de Mehmet Pacha. Dans les semaines qui suivent, les deux escadres vont se faire face et ravitailler leurs troupes respectives. Johann Matthias von der Schulenger naît le 8 août 1661 à Emden, dans le duché de Saxe-Gotha. Enthousiasmé par les espoirs de Jean Sobieski, il s'engage en 1679 à 18 ans comme simple volontaire dans l'armée polonaise, où il fit ses premières armes. De 1687 à 1688, il passe au service de l'empereur Léopold Ier de Habsbourg pour combattre les Ottomans dans le cadre de la coalition composée du Saint-Empire romain germanique, de la Pologne et de la République de Venise à l'initiative du pape Innocent XI en 1684. Après la signature du traité de Karlowitz qui met fin à la guerre en janvier 1699, il participe à la Grande Guerre du Nord, affrontant les troupes du roi Charles XII de Suède.
À partir de 1707, il participe à la guerre de succession d'Espagne aux côtés du prince Eugène de Savoie, auprès de qui il combat à la bataille d'Audenarde et à la bataille de Malaplaquet contre les troupes de Louis XIV. Lors de la Seconde Guerre de Morée 1714-1718, qui oppose la République de Venise à l'Empire ottoman d'Ahmed III, le Sénat vénitien engage Schulenberg pour prendre le commandement de son infanterie, pour laquelle elle procédait à des recrutements massifs de troupes étrangères. La situation était alors catastrophique. La République venait de perdre la Morée, qu'elle avait conquise au cours de la guerre précédente, à l'issue de la brillante campagne menée par le doge Francesco Morezini. La flotte ottomane s'était emparée de la plupart des possessions vénitiennes en mer Égée et menaçait alors Corfou, clé de la défense vénitienne de l'Adriatique et des possessions de Dalmatie, voire Venise elle-même. Dans l'île, les premiers combats ont lieu pour la possession du mont Abraham et du mont Saint-Sauveur, qui dominent la capitale. Le 19 juillet, les avant-postes vénitiens tombent et le siège à proprement parler commence. Les Ottomans creusent des tranchées, un procédé dont ils sont experts depuis 2 siècles et que Vauban leur a emprunté. Ils bombardent également la ville depuis les hauteurs. La population de Corfou se réfugie dans les souterrains. À l'inverse des usages habituels dans le siège à la Vauban, les Ottomans montent tous les jours à l'assaut, méthode qui entraîne des pertes immenses de part et d'autre. C'est le 5 août que Mehmet Pacha adresse à van der Schullinger une lettre ainsi conçue. Moi qui suis le général honoré, destiné du plus grand des empereurs, du très puissant et du très formidable monarque des Ottomans, Sultan Ahmed, pour conquérir l'île de Corfou, fais savoir à vous, commandant de la forteresse même, et à vous, directeurs principaux de la garnison, que Sa Majesté impériale m'a envoyé pour subjuguer la dite place et la délivrer de vos mains pour abattre les églises et les temples consacrés au culte des idoles et pour y élever leur place des mosquées et des temples d'adoration. L'amiral ottoman exige une reddition inconditionnelle sous peine de destruction totale de la ville. Pour autant, Corfou ne cède pas à la panique comme l'ont fait les forteresses du Péloponnèse. L'année précédente, une centaine de survivants d'Acrocorinthe ont trouvé refuge dans la ville. Le sort des cités qui se sont rendues à l'armée ottomane est dans tous les esprits, ce qui incline à la résistance. Par ailleurs, Corfou continue à recevoir des renforts et du ravitaillement de la flotte vénitienne, que viennent soutenir les navires de l'Ordre de Malte et du Saint-Siège. Quant au vieux Schullinger, habitué au mener des hommes de toute origine et de toute confession, il ne perd pas son sang-froid. Sous son impulsion énergique, la population de la ville serre les rangs. Dans la nuit du 8 août, 21e jour du siège, au son des tambours, des trompettes et des cris de guerre, les Ottomans lancent une attaque générale sur tous les fronts. Ils emportent les ouvrages extérieurs, parviennent aux portes de la ville et commencent à dresser des échelles contre les murailles. Animés par Schulenberg, les habitants italiens, allemands, slaves, juifs, femmes, ecclésiastiques prennent les armes pour repousser l'assaut. Blasphémant, sans s'en apercevoir, un moine orthodoxe se bat avec un crucifix de fer. Laissez, laissez, dit-il au maréchal, que je leur donne de ce maudit Christ sur la tête. Après 6 heures de combat, Schulenberg, l'épée à la main, tente une sortie avec 600 hommes et prend l'ennemi de flanc. Les assiégeants, pris de panique, abandonnent les positions conquises, laissant sur le terrain 2000 morts et 20 drapeaux. Le lendemain, un orage d'une ampleur inaccoutumée malmène la flotte des Ottomans, inonde leurs tranchées et leurs camps. On aperçoit aussi l'approche du navire du roi d'Espagne Philippe V. Le 11 août, les Ottomans lèvent le siège et rembarquent après avoir perdu peut-être 5000 hommes contre 500 du côté vénitien. Les Corfiotes parlent d'un miracle dû à Saint Siphridion, le protecteur de la ville, qui aurait dû susciter la tempête. Le brusque repli de Mehmet Pacha a pourtant sans doute une autre cause. Le 5 août précédent, le prince Eugène de Savoie, général de l'armée impériale, a écrasé les Ottomans à Petrovaradin en Serbie, sur les rives du Danube, et le grand vizir est mort durant la bataille. Corfou délivré, Schulenberg peut retourner à Venise écouter l'Oratio de Vivaldi et joueur de son triomphe. Toute l'Europe célèbre son héroïque défense. On frappe des médailles à son effigie. L'année suivante, la République fait élever une statue dans la forteresse de Corfou et décide de lui verser une pension annuelle de 5000 ducats. Mais la victoire de Venise a un arrière-goût amer. Les commandants vénitiens de Morée ayant montré assez peu d'ardeur combative, il a fallu recourir à un général allemand et luthérien pour arrêter la série des capitulations. Sur mer, le lion de Saint-Marc fait piteuse figure.
Les amiraux issus des plus grandes familles de la Sérénissime, les Dolphins, les Corano, les Pisani, se cantonnent dans une attitude de prudence absolue. Durant le siège de Corfou, les chevaliers de Malte ont vainement supplié les amiraux vénitiens de profiter des occasions qui s'offraient pour affronter la flotte ottomane. On a bien vu par toutes les manœuvres des Vénitiens, observe un témoin, qu'ils n'avaient aucune envie de se battre. La paix, conclue à Passarovice 2 ans plus tard, le 21 juillet 1718, sanctionne ce manque de combativité. Elle prend pour base les positions alors détenues par les belligérants. L'empereur germanique acquiert plusieurs provinces balkaniques, Banat, Serbie du Nord, Olténie. Le sultan Ahmed III se voit reconnaître la possession du Péloponnèse et des îles de la mer Égée. Tirant les leçons des revers subis, son nouveau grand vizir Ibrahim envoie des ambassades en Occident pour se renseigner sur les techniques nouvelles. Commence alors pour l'Empire ottoman une période de paix que les historiens ont appelée ère des tulipes. De son ancien domaine maritime, la République de Venise n'en conserve que la côte dalmate et les îles ioniennes. La Sérénissime est condamnée à devenir une annexe de l'Empire d'Autriche. Une destination touristique pour les riches européens désœuvrés, une vieille putain qui vend ses meubles, écrira férocement Montesquieu, qui visita la lagune en 1728. Le siège de Corfou aura bien été la dernière victoire de Venise. Comme on l'a vu, la victoire de Corfou est avant tout due à l'énergie et à l'ardeur combative du général prussien. En repli, les Ottomans est célébré dans toute l'Europe. Corfou est considéré comme un bastion protégeant la civilisation occidentale de l'expansion ottomane. Malgré sa victoire, Venise sort affaiblie, conservant uniquement les îles ioniennes, renonçant au Péloponnèse et aux îles de Crète. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien, et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.